Vous êtes-vous déjà demandé combien de faux billets ont pu passer entre vos mains? Non? L'histoire d'aujourd'hui parle justement de cela. C'est un monde où un type du Darknet a réussi, en quelques années seulement, à construire tout un empire. C'est l'histoire de la façon dont, pas à pas, il a créé un système parfait pour distribuer de la fausse monnaie, parfaitement huilé par des transactions en crypto-monnaie, des circuits détournés et des soldats fidèles qu'il contrôlait à chaque niveau. Mais plus votre pouvoir est grand, plus votre fardeau l'est aussi. Et ce chemin, comme tout jeu avec le feu, conduit toujours à un choix. Soit vous contrôlez tout et vous en sortez impuni, soit tout s'effondre. Ce que vous allez apprendre ensuite pourrait changer à jamais votre perception de l'argent et des risques qu'il comporte. Je suis Mr. Dark Web et nous commençons maintenant. Bonjour, si vous êtes intéressé, je vais partager mon histoire. Il s'agit d'une histoire sur la façon dont j'ai construit mon petit mais efficace empire dans le monde de la fausse monnaie. Je sais que certains d'entre vous sont ici depuis un certain temps, il peut donc être intéressant de savoir à quoi ressemble le travail de haut niveau. J'ai 27 ans aujourd'hui. Je suis sur le Darknet depuis l'âge de 16 ans, lorsque je suis tombé sur Tor et que j'ai découvert qu'il existait un tout autre monde caché aux yeux de la majorité. Au début, ce n'était qu'un passe-temps. Comme la plupart d'entre nous ici, je visitais des forums, je regardais ce qui fonctionnait et comment, et je parlais aux gens. Avec le temps, j'ai commencé à réaliser que je pouvais gagner de l'argent dans ce monde. J'ai d'abord gagné de l'argent pour des choses insignifiantes. Je revendais des choses qui pouvaient être achetées à bas prix et revendues plus cher sur différents marchés. Mais au fil du temps, on m'a proposé quelque chose de plus intéressant. Un vieil ami avec qui je discutais sur des forums m'a écrit « Tu veux un boulot facile ? Distribue des contrefaçons. Il y aura beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup de risques. » J'ai d'abord hésité, mais après quelques nuits blanches, j'ai décidé de me lancer. Je m'intéressais depuis longtemps à la question de la fausse monnaie, et j'avais là une véritable occasion de m'y essayer. Je ne devais pas participer à la production, mais seulement aider à la distribution. J'ai accepté. Au début, on m'a donné un petit lot de fausses monnaies. Je ne connaissais ni les producteurs ni les sources, et c'était bien ainsi. Moins on en sait, moins on peut dire si quelque chose ne va pas. Mon rôle consistait simplement à distribuer, et j'ai commencé à réfléchir à la manière de le faire de la manière la plus sûre possible pour moi. J'ai décidé de créer tout un système pour minimiser les risques. À l'époque, Tata, je ne disposais pas d'un grand réseau de personnes, mais je savais que la chose la plus importante était de séparer les maillons de la chaîne les uns des autres. Si quelqu'un se faisait prendre, il ne pouvait pas dénoncer les autres. Le premier niveau de mon système était constitué par ce que l'on appelle les pledgers. Il s'agit des personnes qui recevaient de grandes quantités de faux billets et les plaçaient dans des cachettes, les claddies. J'ai personnellement vérifié la fiabilité de chaque prêteur sur gage, car tout dépendait d'eux. Les prêteurs sur gage recevaient la fausse monnaie par des canaux cryptés et la distribuaient ensuite dans toute la ville. J'avais l'habitude de donner à l'avance les coordonnées des endroits où l'argent devait être déposé, et je vérifiais s'il y avait des flics sur place. C'était essentiel, car chaque opération pouvait être la dernière si la police s'intéressait soudainement à l'endroit. Le deuxième niveau était celui des 6. Il s'agit de ceux qui travaillent dans la vente au détail, en vendant de la fausse monnaie. Ils ne connaissaient pas les prêteurs sur gage, et leur tâche consistait uniquement à récupérer le trésor à l'endroit indiqué et à le vendre dans la rue. Les 6 étaient le maillon le plus faible. J'ai donc créé un système dans lequel ils ne pouvaient pas dénoncer quelqu'un de plus haut placé dans la chaîne. Mon schéma était le suivant: le prêteur sur gage recevait de la fausse monnaie et la cachait dans un endroit prédéterminé. Les 6 obtenaient les coordonnées de cet endroit, mais il ne s'agissait toujours que de la première étape. Lorsque les 6 arrivaient, l'argent n'était pas là. Cela permettait de vérifier que l'endroit n'était pas surveillé par les flics. Au début, la communication entre tous les niveaux se faisait par le biais de la messagerie Telegram. Mais une fois que la fausse monnaie était tombée entre les mains des acheteurs, les 6 ont dû transférer le produit de la vente non pas par le biais de signets, mais par celui des crypto-monnaies. Nous avons travaillé avec des bourses de crypto-monnaies et chacun des 6 a reçu des instructions claires. Il s'est rendu à une bourse de crypto-monnaies, a rechargé un certain portefeuille et a transféré l'argent dans mon portefeuille froid.
Il s'agissait d'un processus totalement isolé. Chaque hexagone disposait de son propre portefeuille pour les transactions, ce qui minimisait les risques. Grâce aux crypto-monnaies, les mouvements d'argent étaient presque impossibles à tracer. Les échangeurs étaient utilisés de manière anonyme et je n'ai jamais conservé mes actifs au même endroit, les déplaçant constamment entre différents portefeuilles. Ainsi, personne ne savait exactement où et quand l'échange avait lieu, et tous les liens restaient isolés les uns des autres. Au début, tout se passait bien, mais au bout d'un moment, comme on pouvait s'y attendre, quelques 6 ont décidé d'essayer de tromper le système, et certains d'entre eux ont commencé à se cacher avec les recettes, essayant de disparaître avec l'argent, pensant qu'ils passeraient inaperçus. Ils ont clairement sous-estimé mes capacités. J'ai toujours gardé le pouls, et j'ai rapidement appris à connaître ce genre d'affaires. Je disposais d'une équipe de videurs de confiance, c'est-à-dire de personnes qui veillaient à ce que ces escrocs n'aient plus envie de jouer à de tels jeux. Ils trouvaient ceux qui essayaient de disparaître et leur donnaient une leçon. Quelques bonnes leçons ont suffi et elles se sont rapidement répandues dans le réseau. Une fois que les histoires sur la façon dont ceux qui ont essayé de nous larguer ont été connus des autres 6, il n'y a presque plus eu de problème de ce genre. Ils ont compris que le risque d'être découvert et puni était bien plus grand que l'avantage de cacher quelques milliers d'euros. Nous avons toujours agi de manière claire et discrète, ce n'était donc pas un problème grave pour moi. Je savais comment y faire face, et je ne me suis jamais inquiété de tels incidents. Mais ce qui s'est passé ensuite était vraiment plus difficile. J'ai réussi à rester dans l'ombre pendant assez longtemps, toutes les procédures étaient en place et le programme fonctionnait comme une machine bien huilée. Les fournisseurs ont fait leur travail, les 6 ont pris les marchandises et ont remis les recettes. Tout s'est déroulé comme prévu, sans aucun problème. Les premiers mois se sont déroulés presque sans incident et je me suis félicité du bon fonctionnement du système. Mais tôt ou tard, des problèmes devaient surgir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'un des 6, un jeune homme pas très prudent, a commis une erreur qui lui a valu d'être arrêté par les flics. Il a été pris la main dans le sac. Il a tenté de vendre des faux billets dans un magasin lors d'un achat normal. Il pensait que personne ne ferait attention. Mais la caissière a remarqué quelque chose d'étrange et a appelé la police. Ils l'ont rapidement attrapé. C'était le premier coup dur porté à mon projet. De nombreuses questions se sont immédiatement posées. Je ne savais pas à quel point il aurait pu être exposé, s'il avait quelque chose de compromettant sur lui et s'il aurait pu désigner quelqu'un dans notre réseau. J'ai réfléchi aux conséquences possibles et je m'attendais au pire. Mais c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'avais bien construit tout le système. La police a commencé à l'interroger pour tenter d'obtenir des informations, mais comme toutes les connexions étaient isolées les unes des autres, il ne pouvait rien leur donner de valable. Il ne connaissait ni les prêteurs sur gage, ni moi personnellement, et n'avait aucun contact direct avec les hauts responsables. Sa tâche consistait uniquement à prendre le trésor et à vendre l'argent. Il n'était qu'un parmi tant d'autres. La police a essayé de faire pression sur lui, mais toutes les informations qu'il pouvait lui donner étaient inutiles. Il n'avait aucune idée de qui était responsable de l'ensemble du processus. En conséquence, ils n'ont obtenu que quelqu'un qu'ils avaient déjà, un simple 6, un exécutant à la petite semaine sans accès aux vrais dirigeants. Mon plan a résisté à ce coup et j'ai réussi à éviter d'être exposé. Cependant, après cet incident, je suis devenu encore plus prudent. Les emplacements des signets ont commencé à changer plus souvent et les 6 ont reçu de nouvelles instructions sur la manière de se comporter dans des situations suspectes. Je me suis rendu compte qu'un jour, le système pourrait ne pas résister et qu'il était nécessaire de l'améliorer à tous les niveaux. Lorsque l'un des 6 est tombé entre les mains de la police, je me suis rendu compte que je devais ajouter encore plus de couches de sécurité pour minimiser le risque. La première étape a consisté à introduire un nouveau maillon dans le système. Une tierce partie chargée d'effectuer des fonctions supplémentaires de contrôle et de vérification. Ces personnes sont devenues une sorte d'intermédiaire entre les prêteurs et les 6. Leur tâche consistait à s'assurer que le processus de transfert des biens était aussi invisible et sans risque que possible. Si auparavant les 6 prenaient directement les biens dans les entrepôts, un troisième lien apparaissait désormais entre eux et les prêteurs sur gage, des coursiers spéciaux que j'ai appelés contrôleurs. Qui étaient les contrôleurs ?
Les contrôleurs ne faisaient pas partie d'un vaste réseau de distribution de fausses monnaies. Il s'agissait de personnes que j'avais soigneusement sélectionnées pour effectuer une seule tâche, contrôler les 6 et leur remettre les marchandises de manière à réduire les risques pour l'ensemble de l'opération. Ils étaient peu nombreux et chacun d'entre eux était chargé d'une tâche strictement limitée, ne contactant jamais les prêteurs sur gage ou moi-même directement. Ils disposaient de leurs propres canaux de communication et j'ai modifié le schéma de communication pour éviter tout risque. J'ai commandé un logiciel personnalisé pour le système de communication à un programmeur que je connaissais. Comment fonctionnaient les contrôleurs ? Lorsqu'un planificateur créait un trésor, il n'en communiquait pas les coordonnées aux 6 contrôleurs en même temps. Le contrôleur recevait d'abord ces informations. Il vérifiait soigneusement l'emplacement, s'assurant qu'il n'y avait pas de traces de surveillance, d'embuscades policières ou d'étrangers. Si tout était clair, le contrôleur transmettait les coordonnées aux 6, mais même dans ce cas, il ne le faisait pas immédiatement. Il les rencontrait d'abord dans une zone neutre et séparée, où il les contrôlait personnellement. Ensuite, il leur disait où se trouvait la cache, mais lorsque les 6 arrivaient sur place, la cache n'était pas là. Pour exclure un raid sur le point, lorsque nous voyions qu'il n'y avait pas de raid, le contrôleur donnait les vraies coordonnées. Il était donc pratiquement impossible d'exposer les niveaux supérieurs du système. Les contrôleurs recevaient de ma part des informations détaillées sur chacun des 6, ainsi que la tâche de surveiller étroitement leur comportement. Si les 6 personnes éveillaient des soupçons, par exemple en se comportant de manière étrange ou en essayant d'éviter une réunion, le contrôleur m'en informait et les marchandises n'étaient pas transférées. Tout était sous contrôle. Ce système minimise les risques. Si les 6 personnes sont suivies à la trace, il ne peut que les conduire dans un endroit vide. Les marchandises elles-mêmes restaient en sécurité et l'opération pouvait être déplacée dans une autre région sans aucune perte. Les contrôleurs constituaient également une protection supplémentaire contre ceux qui tentaient de monter une escroquerie et disparaissaient avec les marchandises ou le produit de la vente. Dès qu'il y avait le moindre soupçon, le contrôleur m'en informait immédiatement, et bien qu'il y ait eu peu de cas de ce genre après les premiers avertissements, je ne pouvais pas me permettre de négliger ce risque. C'est pourquoi les contrôleurs vérifiaient dans tout, de la disponibilité des marchandises à la manière dont les 6 les manipulaient. Parfois, ils retrouvaient même les 6 après la remise des marchandises pour s'assurer qu'ils respectaient les règles et n'essayaient pas de jouer à un jeu qui leur était propre. Si le 6 enfreignait les règles ou tentait de se cacher avec les marchandises ou l'argent, le contrôleur donnait immédiatement un signal et les videurs s'occupaient de l'affaire. L'introduction du 3e lien a donné ses résultats. Les 6 avaient encore moins d'informations et d'occasions de violer le système. Ils étaient contrôlés à chaque étape, ne connaissaient ni les prêteurs sur gage ni moi, et n'avaient de contact qu'avec des contrôleurs qui agissaient selon des instructions clairement définies. L'ensemble du système est devenu plus sûr et il est désormais beaucoup plus difficile d'atteindre les principaux maillons de la chaîne. Bien que le système soit devenu plus complexe, c'était le seul moyen de maintenir sa fonctionnalité et sa sécurité, surtout après que les premières tentatives d'intervention de la police ont commencé à prendre de l'ampleur. Je savais que chaque nouvelle couche de protection me rapprochait du succès et créait en même temps des barrières supplémentaires pour ceux qui essayaient de m'arrêter. Chaque mois, je gagnais de plus en plus d'argent. Mon système est devenu si efficace que j'ai commencé à attirer de nouvelles personnes. Tous les nouveaux arrivants ont fait l'objet d'un examen approfondi. Je ne faisais confiance qu'à ceux que je connaissais depuis des années ou qui avaient été contrôlés par mes personnes de confiance. La police a essayé à plusieurs reprises de nous retrouver, mais en vain. Nous changions constamment de lieu, de contact et d'itinéraire de livraison. J'étais sûr de bien jouer le jeu. Mais en même temps, je savais que cela ne durerait pas éternellement. J'ai voulu quitter le métier quelques années plus tard, lorsque je me suis rendu compte que la police se rapprochait de nous. Au début, il s'agissait de petits signaux qui ne semblaient pas nous inquiéter. Mais au fil du temps, de plus en plus de détails ont commencé à s'accumuler, indiquant que la police surveillait activement notre réseau. La première sonnette d'alarme a été tirée lorsque mes clients ont commencé à signaler des mouvements suspects à proximité d'endroits où tout était clair auparavant. Il s'agissait d'endroits qui n'avaient pas été utilisés depuis plusieurs mois, mais la police s'est soudain mise à patrouiller régulièrement dans ces zones. Au début, nous avons pensé qu'il s'agissait d'une coïncidence ou d'une rotation des patrouilles,
Mais lorsque le phénomène s'est reproduit à différents endroits de la ville, il est apparu clairement que les policiers avaient choisi ces lieux pour une raison précise. D'autres problèmes sont alors apparus. Un jour, l'un de mes superviseurs a signalé qu'il était clairement suivi. Il a remarqué une voiture qui passait plusieurs fois devant l'endroit où il était censé rencontrer les 6. Ce n'était pas une coïncidence. Il a changé plusieurs fois d'itinéraire et de lieu de rendez-vous, mais la voiture apparaissait toujours à proximité. Nous avons rapidement déplacé la livraison à un autre endroit, mais cet incident m'a rendu méfiant. Le signal suivant a été une vague de détention au niveau local. En peu de temps, plusieurs 6 ont été arrêtés dans des circonstances étrangement similaires. Ils ont été pris avec les marchandises en main et, bien que la police n'ait pas pu aller plus loin, il ne pouvait s'agir d'une simple coïncidence. Les arrestations ont eu lieu dans différentes villes, mais elles semblaient toujours faire partie d'une opération plus vaste visant à perturber le réseau. Un jour, j'ai reçu un message de la personne que j'avais gardée comme informateur dans les services de police. Notre histoire a commencé bien avant que je ne pense au Darknet et à la fausse monnaie. Nous sommes amis depuis l'enfance. Nous avons grandi dans la même cour. Quand nous étions jeunes, nous vivions des aventures ensemble. Mais à un moment donné, nos chemins se sont séparés. Je me suis lancé dans le commerce de l'ombre et il a décidé de devenir policier. Qui aurait cru que des années plus tard, nos chemins se croiseraient à nouveau, mais à un tout autre niveau. Nous ne nous sommes pas parlé pendant quelques années, jusqu'à ce que nous nous rencontrions par hasard, à l'occasion de l'anniversaire d'un ami commun. Je construisais déjà mon réseau. Nous avons bu quelques verres, évoqué le bon vieux temps, et j'ai décidé de vérifier la solidité de notre ancienne amitié. Au cours de la conversation, j'ai appris qu'il travaillait pour la police locale et qu'il avait déjà réussi à obtenir une promotion. Il travaillait dans le domaine de la criminalité économique et j'y ai vu une opportunité. Au cours des réunions suivantes, j'ai étudié attentivement son poste pour voir si je pouvais le recruter. Nous étions amis depuis l'enfance et je connaissais ses faiblesses, son amour de l'argent facile et son désir d'avoir plus que le service fourni. Finalement, j'ai décidé que cela valait la peine d'essayer et je lui ai offert une généreuse récompense pour des informations d'initié. Au début, mon ami était hésitant, son travail de policier l'obligeait à garder ses distances. Mais l'argent que je lui proposais était plus convaincant. De plus, il savait que je ne serais pas exposé et que les risques pour lui seraient minimes. C'est ainsi qu'il est devenu mon informateur au sein de la police. Grâce à lui, j'avais toujours une longueur d'avance. Il me transmettait régulièrement des informations sur des enquêtes ou des contrôles potentiels liés à la fausse monnaie. Au début, cela ne servait qu'à changer d'itinéraire ou à couvrir certains points dans le temps. Mais quelques années plus tard, il m'a signalé quelque chose de beaucoup plus grave. Un jour, il m'a contacté et m'a dit qu'ils avaient commencé une enquête interne directement liée à la fausse monnaie. La police ne savait pas encore exactement qui était derrière tout cela, mais elle avait commencé à recevoir des informations sur des transactions et des activités suspectes dans certains secteurs où nous travaillions. C'était le premier vrai signe que les flics n'essayaient plus de tomber sur quelqu'un au hasard, mais qu'ils avaient commencé à dresser un tableau complet de la situation. Il a également déclaré que la police avait déjà rassemblé plusieurs pièces du puzzle, arrestation des 6, surveillance des billets de banque, suspects, et analyse de l'acheminement de l'argent sur le marché. Elle a commencé à recueillir des informations sur les points réguliers utilisés pour transférer les faux billets. Cette fuite d'initiés a confirmé mes pires soupçons. La police se rapprochait de la découverte du réseau. Alors qu'auparavant elle réagissait à des arrestations aléatoires, elle avait désormais un plan et une direction à suivre. Un autre point est que plusieurs fois la police est tombée accidentellement sur les établissements avant que les 6 n'arrivent. Nous vérifions toujours les lieux, mais là c'est comme si les flics savaient déjà où et quand nous allions laisser la marchandise. On commençait à croire qu'ils disposaient d'une sorte de canal d'information interne, même si j'avais confiance en mon équipe. Il n'en reste pas moins que la police était de plus en plus proche de découvrir notre réseau. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été l'information que j'ai reçue du même informateur. Il m'a dit que la police travaillait déjà avec plusieurs témoins qui avaient commencé à parler de la structure du réseau de fausse monnaie, même s'ils n'en connaissaient pas encore les principaux acteurs. Ils examinaient chaque petite transaction, essayant de rassembler les pièces du puzzle. C'était un signal sérieux que nous n'étions plus invisibles, et que si je continuais à travailler, les chances d'être démasqué augmenteraient de manière significative. Je me suis rendu compte qu'il serait trop risqué de continuer à jouer.
La police se rapprochait de plus en plus, et la moindre erreur pouvait avoir de graves conséquences pour moi et pour l'ensemble du réseau. Dans de telles situations, il faut savoir s'arrêter à temps. J'avais gagné de quoi subvenir à mes besoins pour le reste de ma vie, et je ne voyais pas l'intérêt de prendre plus de risques en restant dans ce jeu. J'ai donc décidé de partir. Il est difficile de dire s'il m'aurait vraiment approché, mais je n'ai pas voulu attendre pour le savoir. Après avoir décidé de quitter le jeu, j'ai pensé que ce serait facile. Rassembler mon argent, faire quelques pas en arrière et disparaître. Mais cela s'est avéré beaucoup plus compliqué que je ne l'avais imaginé. Les personnes à l'origine de l'offre de contrefaçon, celles avec lesquelles je travaillais sur le Darknet, n'étaient pas prêtes à perdre leur distributeur le plus performant. Ils avaient développé leurs opérations pour une raison précise, et je faisais partie de ce grand mécanisme qui leur rapportait beaucoup d'argent. Au début, tout semblait assez calme. Je les ai informés par des canaux cryptés que je n'allais plus participer au projet. Dans mon réseau, tout était organisé de telle sorte que ma décision ne devait pas provoquer de panique. De nouvelles personnes pouvaient simplement me remplacer. Mais les fournisseurs n'ont pas apprécié. Ils me considéraient comme le plus fiable et ne voulaient donc pas me laisser partir si facilement. Les premiers signaux indiquant que ma démission ne se déroulerait pas sans heurts sont apparus par le biais de messages. Des contacts anonymes ont commencé à faire pression sur moi. Au début, il ne s'agissait que de persuasion. « Allez, ne fais pas l'imbécile. Tu as tout mis en place, pourquoi t'arrêter maintenant? L'argent coule à flot. » J'ai tenu bon, expliquant que le risque était devenu trop grand et que je ne voulais plus faire partie de ce monde. La persuasion s'est alors transformée en menace légère. Ils ont laissé entendre que dans le Darknet, il n'est pas d'usage de partir quand on en a envie. Après plusieurs messages de ce type, j'ai compris qu'ils n'allaient pas reculer. Ils ne me considéraient pas seulement comme un partenaire, mais comme un personnage clé sans lequel leur projet risquait de s'effondrer. Les fournisseurs n'étaient pas simplement des gens du Darknet, c'étaient des acteurs sérieux qui étaient à l'origine d'importants flux financiers, et ils ne pouvaient pas se permettre de me perdre, car j'assurais la stabilité de cette opération. C'est alors que les vraies menaces ont commencé. Un jour, alors que je rentrais chez moi, j'ai remarqué que j'étais suivi. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une coïncidence ou d'une paranoïa après des années de jeu, mais les choses ont empiré. J'ai commencé à recevoir des messages provenant de canaux cryptés indiquant clairement qu'ils savaient où je vivais, qui était ma famille, et que si j'essayais de quitter le navire, les conséquences seraient graves. Ils m'ont écrit que les gens comme toi ne s'en sortent pas comme ça. Ils m'ont directement dit que même si j'essayais de me cacher, ils me trouveraient. Ils semblaient penser que me menacer me forcerait à reprendre le travail, mais je me suis rendu compte que chaque jour dans ce jeu était un pas vers un échec inévitable. Je ne voulais pas devenir une autre victime du système que j'avais construit. La pression a culminé avec un appel au milieu de la nuit. J'avais toujours utilisé des messageries cryptées, mais cette fois-ci, ils m'ont appelé directement sur mon téléphone personnel que je n'avais jamais associé à mon entreprise. C'était un signe clair qu'ils en savaient plus sur moi que je ne le pensais. La voix de l'appelant n'était pas agressive, mais froide et confiante. « Vous pensez pouvoir partir comme ça? Nous avions un accord, vous devez continuer. » Chaque jour, la pression augmentait. J'ai commencé à remarquer des personnes étranges près de ma maison, dans des endroits où je me rendais souvent. Ils ne faisaient rien d'exagéré, mais leur présence indiquait une chose. J'étais observé. Ils voulaient que je le sache, ils voulaient que j'aie peur. Mais je n'étais pas novice en la matière. J'ai compris que si je faisais des concessions maintenant, je ne pourrais jamais sortir de ce jeu. Je deviendrais l'otage de mes fournisseurs et de leurs menaces. J'ai donc décidé d'agir radicalement. Tout d'abord, j'ai complètement coupé tous mes canaux de communication. Je savais que la seule façon de sortir du jeu était de disparaître pour eux. J'ai vendu tous mes biens, j'ai changé mes papiers, j'ai disparu de mes lieux habituels. J'avais assez d'argent pour subvenir à mes besoins pendant de nombreuses années. Je savais donc que je pouvais m'échapper. Je me suis préparé à disparaître de leur vue. J'ai coupé tout lien avec le passé et je mène aujourd'hui une vie complètement différente. Il est difficile de dire s'ils s'approcheront un jour de moi, mais je n'ai pas attendu ce moment pour le savoir. Je suis parti selon mes propres termes et maintenant je vis plus paisiblement, ayant laissé tout ce jeu dangereux derrière moi. Aujourd'hui,
Je considère tout cela comme une étape intéressante de ma vie. Mon plan a parfaitement fonctionné, mais j'ai toujours su que tout système, même le plus fiable, peut s'effondrer. Il suffit parfois d'une seule erreur. Mon conseil, si vous décidez de jouer à ce jeu, n'oubliez pas que chaque étape doit être mûrement réfléchie. Et n'oubliez jamais que le Darknet peut promettre beaucoup d'argent, mais qu'il y a toujours un risque. Tôt ou tard, nous payons tous pour nos décisions. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de la fausse monnaie et de ce à quoi l'attrait des schémas illégaux peut mener. D'un côté, ce monde peut sembler séduisant, de l'argent facile, un succès rapide, aucune responsabilité. Mais à chaque fois que vous enfreignez la loi, vous commencez un jeu avec des enjeux très élevés. Et, comme nous l'avons vu, dans ces jeux, il n'y a généralement que deux issues. Soit tout s'effondre, soit vous vous retrouvez dans encore plus de problèmes. Cette histoire ne parle pas de héros, mais de personnes qui choisissent la voie facile, mais erronée. Oui, certains peuvent échapper à la punition pendant un certain temps, mais tôt ou tard, chacun devra payer pour ses actions. Le travail honnête, le respect de la loi et des autres sont ce qui crée la véritable valeur dans la vie. En gagnant honnêtement, non seulement vous pouvez dormir tranquillement, mais vous obtenez également une véritable satisfaction des résultats de vos efforts. Mon conseil pour vous, ne cédez pas à la tentation, ne faites rien qui pourrait détruire votre vie et celle des autres. Gagnez votre vie honnêtement et construisez un avenir qui ne s'effondrera pas au premier coup. C'est maintenant à vous. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Avez-vous déjà été confronté à quelque chose de similaire ? Que pensez-vous des personnes qui choisissent des schémas illégaux ? Je serais ravi de lire vos commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires captivantes et des discussions intéressantes. Merci d'avoir été avec moi, et à bientôt. Prenez soin de vous et faites les bons choix.